Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle classe du PEP consacrée au seuil de pauvreté. L'objectif principal de ce cours est de présenter les approches les plus populaires utilisées pour estimer les seuils de pauvreté. Nous couvrirons les approches relatives, absolues et subjectives. En termes généraux, le seuil de pauvreté est simplement un seuil monétaire qui sépare les pauvres des non-pauvres. Ce cours traitera également des distinctions normatives entre pauvreté absolue et relative, des liens entre inégalité et pauvreté, ainsi que des défis dans l'établissement d'un seuil de pauvreté absolue. Commençons par l'établissement des seuils de pauvreté relative. Nous les définirons, démontrerons comment les mesurer, puis nous aborderons les défis possibles associés à une telle approche. Nous nous référons à la pauvreté relative lorsque le taux de pauvreté est défini selon une norme sociale qui peut être spécifique au contexte. Par exemple, les pays riches peuvent choisir un seuil de pauvreté relative plus élevé car le coût de la vie nécessite un revenu minimum disponible plus important. En pratique, le seuil de pauvreté relative est généralement défini comme une fraction lambda de la moyenne ou de la médiane de la mesure des niveaux de vie, généralement le revenu disponible des ménages ou les dépenses totales par adulte équivalent. L'approche relative est un concept ancien qui a été largement proposé dans la littérature philosophique, comme vous pouvez le lire dans cette citation de Platon. Adam Smith insiste sur la nature relative de ce qu'il appelle les nécessités. Plus récemment, le prix Nobel Amartya Sen fait la distinction suivante. Dans cet exemple, la population est composée de deux individus. Dans la première période, les deux individus ne sont pas pauvres. Dans la deuxième période, les deux revenus ont augmenté, mais celui de l'individu plus riche a augmenté beaucoup plus. En conséquence, le revenu moyen a fortement augmenté et avec lui, le seuil de pauvreté relative. Par conséquent, l'individu le moins riche est devenu relativement pauvre dans la deuxième période. Il existe un lien étroit entre la pauvreté relative et l'inégalité. Dans l'exemple fourni, il y a deux individus, un pauvre et un non pauvre. Si le taux de croissance du revenu de l'individu non pauvre est 2 fois plus élevé que celui de l'individu pauvre, la pauvreté relative et l'inégalité augmentent. Cet exemple montre donc comment le seuil de pauvreté relative augmente à mesure que le revenu moyen augmente. Comme le montre ce graphique, plus le taux de croissance relative du revenu des riches par rapport aux pauvres, identifié par GR, est élevé, plus l'inégalité augmente. Elle est représentée par la ligne pointillée se référant à l'axe vertical de droite. De plus, comme le seuil de pauvreté relative augmente plus vite que leur revenu, le fossé de pauvreté des pauvres est plus important, se référant à la ligne continue mesurée par l'axe vertical de gauche. Quelles sont les implications de l'utilisation d'un seuil de pauvreté relative? Lorsque nous utilisons des seuils de pauvreté relative, si les revenus des non-pauvres augmentent proportionnellement plus que ceux des pauvres, la pauvreté relative augmentera. Cela est vrai
même si le revenu absolu des pauvres augmente. De la même manière, une récession qui diminue les revenus des pauvres plus que les non-pauvres augmentera également la pauvreté relative. Inversement, si les revenus des pauvres augmentent proportionnellement plus ou diminuent proportionnellement moins que les non-pauvres, la pauvreté relative diminuera. Lorsque l'on compare la pauvreté relative entre les groupes, quel seuil devrions-nous utiliser? Doit-on utiliser la même ligne, basée sur les revenus moyens ou médians des deux groupes, ou doit-on utiliser deux lignes distinctes, basées sur les revenus moyens ou médians de chaque groupe? Pour montrer les implications de ce choix, nous voyons ici dans ce tableau le taux de pauvreté relative estimé pour les 4 régions ougandaises. Dans la première colonne, le seuil de pauvreté relative est basé sur le revenu moyen de l'ensemble de la population, tandis que dans la seconde, il est basé sur le revenu moyen dans chaque région. Comme nous pouvons le constater, alors que la région centrale a le niveau de pauvreté relative le plus bas avec la première approche, c'est la région de l'Ouest qui a le taux le plus faible avec la deuxième approche. Ceci montre la sensibilité du classement ordinal de ces groupes au choix du seuil de pauvreté relative. En particulier, en estimant le seuil de pauvreté relative en pourcentage du revenu national moyen, nous mettons l'accent sur les inégalités entre régions, tandis que lorsque le seuil de pauvreté relative est basé sur les revenus régionaux moyens, l'inégalité intra-régionale est soulignée. D'après l'exemple présenté ici, il ressort que les personnes vivant dans la région centrale bénéficient en moyenne d'un meilleur niveau de vie, indiqué par la première colonne, mais la dispersion de leurs revenus est plus grande, c'est ce que nous voyons dans la deuxième colonne. Intéressons-nous maintenant au seuil de pauvreté absolu. Le seuil de pauvreté absolu fait référence à un montant, généralement de revenus ou de dépenses, qui permettrait à un individu d'atteindre un niveau de vie minimum en deçà duquel il ne serait pas en mesure de joindre les deux bouts. L'utilisation d'un seuil de pauvreté absolu permet de comparer les populations et au fil du temps. En effet, en dehors des corrections pour les variations de prix, le seuil de pauvreté absolu reste inchangé, même en présence de différences dans les revenus moyens au fil du temps, c'est-à-dire par le biais de la croissance économique ou de l'espace. L'utilisation d'un seuil de pauvreté absolu est justifiée par deux raisons principales. Premièrement, cela nous permet d'obtenir des profils de pauvreté cohérents, c'est-à-dire que deux individus ayant les mêmes niveaux de vie réels devraient être considérés de manière identique en termes d'évaluation de la pauvreté. Deuxièmement, il évite les situations dans lesquelles les différences de pauvreté résultent de modifications dans les méthodologies adoptées pour évaluer la pauvreté au lieu d'une véritable différence dans les niveaux de vie. Le pouvoir d'achat d'un seuil de pauvreté absolu ne change pas au fil du temps. Il reflète un niveau de vie minimum nécessaire pour échapper à la pauvreté. Une approche commune dans les pays en développement est de construire un seuil de pauvreté absolu total pour prendre la somme des seuils de pauvreté alimentaire et non alimentaire. Les procédures suivies varient, mais sont généralement poursuivies en deux étapes pour déterminer respectivement les seuils de pauvreté alimentaire et non alimentaire. Dans les prochaines diapositives, nous présenterons les deux approches les plus courantes pour estimer le seuil de pauvreté alimentaire, c'est-à-dire l'approche des besoins fondamentaux, et les approches de l'apport alimentaire énergétique. Parmi les techniques les plus courantes pour estimer le seuil de pauvreté alimentaire absolu figure l'approche des coûts des besoins fondamentaux. Dans l'approche du coût des besoins fondamentaux, le seuil de pauvreté alimentaire est représenté comme le coût d'un panier de nourriture qui satisfait les exigences caloriques minimales. La première étape
consiste à déterminer un ensemble de consommation approprié pour satisfaire les besoins alimentaires de base. La deuxième étape consiste à estimer le coût de ce groupe pour chaque sous-groupe, par exemple pour les régions urbaines et rurales ou pour chaque région, en utilisant des prix spécifiques au groupe. Comme première exigence, nous devons avoir un consensus sur le panier de biens adéquat. La deuxième exigence est d'avoir des informations adéquates sur les prix géographiques et spécifiques au groupe pour estimer le coût de la grappe ou en d'autres termes, le coût des besoins alimentaires de base. Une méthode courante pour définir le panier représentatif est de prendre un panier alimentaire moyen d'individus ayant une consommation calorique proche des besoins minimaux, par exemple ceux du premier ou du deuxième quintile de la distribution des revenus. La consommation de calories peut être calculée à partir des données sur les quantités, c'est-à-dire les kilogrammes de consommation alimentaire, et la teneur calorique de chaque aliment en utilisant la formule simple présentée ici. Normalement, les données sur la consommation alimentaire proviennent d'enquêtes auprès des ménages. Pour estimer les dépenses individuelles, nous supposons généralement que les membres du ménage partagent les dépenses totales de manière égale ou équitable. Les nutritionnistes définissent les exigences caloriques standards pour les individus en fonction de l'âge, du sexe et de la charge de travail. Il n'y a pas de consensus général sur la manière de mesurer les exigences standards, de sorte que des exigences caloriques assez différentes peuvent être utilisées pour établir les seuils de pauvreté. Un examen des évaluations de la pauvreté effectué par la Banque mondiale en Afrique a montré que les besoins caloriques quotidiens variaient de 1700 en Éthiopie urbaine à 2700 en Gambie et 2500 au Lesotho. L'une des meilleures sources de données sur les besoins caloriques est une étude de l'Organisation mondiale de la santé publiée en 1985. Ce tableau indique les apports caloriques quotidiens recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Nous remarquons qu'ils varient considérablement selon l'âge, le sexe et la charge de travail, allant de 820 calories par jour pour un bébé de 1 an à 3550 calories pour un homme entre 18 et 30 ans avec une lourde charge de travail. Selon l'approche des besoins fondamentaux, nous devons d'abord estimer les calories quotidiennes consommées par habitant de tous les ménages de notre échantillon afin de déterminer un groupe de consommation typique des ménages dont les membres consomment autour du seuil de pauvreté calorique, disons 2100 calories par jour. Un tel panier devrait donc satisfaire les besoins alimentaires de base. Pour illustrer comment estimer les calories consommées par jour, nous prenons un exemple simple basé sur 2 ménages dont les membres consomment autour des besoins caloriques minimaux. Pour simplifier, ces ménages ne sont composés que d'adultes et ne consomment que 3 biens, le riz, le poisson et les pommes de terre. L'information sur les kilogrammes consommés par mois et la taille du ménage, dont la première partie du tableau, peut être trouvée dans une enquête typique auprès des ménages. La teneur en calories de chaque aliment, le deuxième panneau du tableau, peut être collectée à partir des tableaux de la FAO. Les calories quotidiennes consommées par habitant dans chaque ménage peuvent ensuite être estimées en combinant les informations ci-dessus. La formule montre le détail du calcul pour la consommation de riz du ménage 1. Nous pouvons maintenant poursuivre notre exemple pour voir comment estimer le seuil de pauvreté alimentaire dans la pratique. Le seuil de pauvreté alimentaire représente le coût du panier alimentaire moyen des ménages ayant une consommation calorique proche des besoins minimaux. Dans notre exemple, nous considérons les 2 ménages comme les ménages de référence. Comme nous l'avons vu, leur apport calorique quotidien par habitant
sont de 2000 et 2200, proches de l'exigence minimale de 2100. Nous convertissons d'abord leur quantité consommée en divisant la taille du ménage. Le panier alimentaire de référence est alors la moyenne des deux ménages. En utilisant les prix moyens du marché pour ces produits alimentaires, nous sommes en mesure d'estimer le coût mensuel par habitant pour satisfaire les besoins alimentaires de base, c'est-à-dire le seuil de pauvreté alimentaire d'environ 24 $ ou environ 0,80 $ par jour. Examinons maintenant un exemple plus réaliste où nous supposons que les ménages peuvent également inclure les enfants. Comme indiqué précédemment, les besoins caloriques de base varient avec l'âge et le sexe de l'individu. Un moyen facile de standardiser la taille des ménages dans ce contexte est de les exprimer en équivalent adulte. Par exemple, si les besoins caloriques d'un adulte sont de 2600 calories et celui d'un enfant de 1300 calories, un ménage composé d'un enfant et d'un adulte équivaudrait à un ménage composé de 0,5 adultes. Habituellement, un adulte âgé de 18 à 30 ans effectuant une charge de travail légère est utilisé comme individu de référence. Selon le tableau de l'OMS présenté plus haut, cette personne a besoin de 2600 calories par jour. D'autres membres sont exprimés en termes de leurs besoins caloriques par rapport à cet individu. La taille équivalent adulte du ménage 1 est donc égale aux besoins caloriques totaux du ménage divisé par 2600 calories, soit environ 4,27 dans notre exemple. Nous concluons donc que, avec un seuil de pauvreté calorique fixé à 2100 kcal, tous les membres du ménage 1 seraient classés comme pauvres sur le plan nutritionnel. Notez qu'en faisant cela, nous supposons que tous les membres ont des quantités égales de nourriture en fonction des besoins caloriques de chaque membre. C'est une hypothèse assez forte et malheureusement, nous observons généralement pas la consommation individuelle dans les enquêtes types sur les ménages. Les rares enquêtes qui incluent des observations individuelles montrent en réalité qu'il existe une inégalité entre les membres du ménage. Si nous poursuivons maintenant notre deuxième exemple en introduisant un deuxième ménage ayant une consommation calorique proche des besoins minimaux, nous pouvons montrer comment le calcul du seuil de pauvreté alimentaire peut tenir compte de la composition des ménages. Dans les calculs simples présentés à la diapositive précédente, nous obtenons des tailles d'équivalent adulte et les dépenses alimentaires quotidiennes équivalentes pour le ménage 1. Supposons maintenant, pour simplifier, que le ménage 2, ces chiffres prennent les valeurs indiquées dans le tableau. Avec cette information, nous pouvons facilement procéder à l'estimation du seuil de pauvreté alimentaire, qui est simplement le coût moyen d'un panier d'aliments qui, comme discuté précédemment, assure un apport calorique par habitant d'environ 2100 calories. Le seuil de pauvreté alimentaire quotidien est égal à 0,88. Une autre méthode populaire pour établir les seuils de pauvreté alimentaire est la méthode d'apport alimentaire énergétique. Cette approche n'utilise pas les prix qui ne sont pas toujours disponibles ou fiables. Au lieu de cela, il s'agit de trouver le niveau de dépenses de consommation auquel l'apport d'énergie alimentaire ou calorique est juste suffisant pour répondre aux besoins caloriques prédéterminés. Une façon courante d'estimer le seuil de pauvreté de l'apport énergétique alimentaire est un modèle paramétrique linéaire qui relie le logarithme des dépenses des ménages par équivalent adulte, noté YI, avec le ménage par équivalent calorique consommé, noté CI. Ce graphique montre la relation entre les dépenses alimentaires et l'apport calorique en utilisant des données camerounaises. Le graphique montre également des estimations paramétriques et non paramétriques de cette relation. Le seuil de pauvreté alimentaire
correspond à la dépense alimentaire par équivalent adulte, estimée à 2400 kcal et qui est la référence minimale identifiée par le Cameroun. Dans notre exemple, l'estimation paramétrique est un seuil de pauvreté alimentaire d'environ 150, comparé à environ 250 avec l'approche non paramétrique. Dans ce tableau, nous montrons les valeurs exactes des seuils de pauvreté régionaux obtenus à partir des estimations présentées dans la diapositive précédente. Nous observons que le seuil de pauvreté alimentaire varie selon les régions. Cela s'explique par une différence de prix et d'habitude de consommation entre ces régions. Les résultats des approches paramétriques et non paramétriques peuvent différer considérablement. L'approche non paramétrique met plus de poids sur les observations se rapprochant de 1400 calories. Les résultats des deux approches se ressemblent lorsque nous utilisons uniquement les observations de ceux ayant des calories par adulte équivalent entre 2000 et 2800 calories comme indiqué dans le tableau. Dans les diapositives précédentes, nous avons présenté différentes manières d'estimer le seuil de pauvreté alimentaire. Une fois le seuil de pauvreté alimentaire estimé, nous procédons à l'estimation du seuil de pauvreté non alimentaire. Pour ce faire, nous adoptons deux approches populaires qui identifient respectivement les seuils de pauvreté non alimentaire inférieurs et supérieurs. Le seuil de pauvreté inférieur non alimentaire est égal à la moyenne des dépenses non alimentaires des individus dont le revenu total est égal au seuil de pauvreté alimentaire. Le seuil de pauvreté total inférieur peut alors être défini comme le seuil de pauvreté alimentaire plus une part du seuil de pauvreté alimentaire. Cette part représente la part moyenne du budget alloué aux produits non alimentaires par les personnes dont le revenu total est égal au seuil de pauvreté alimentaire. Après des réarrangements simples, le seuil de pauvreté inférieur est défini comme le seuil de pauvreté alimentaire multiplié par 2 moins la part du budget non alimentaire qui vient d'être définie. Le seuil supérieur de pauvreté non alimentaire correspond à la moyenne des dépenses non alimentaires des individus dont les dépenses alimentaires seules sont égales au seuil de pauvreté alimentaire. Avec de l'algèbre simple, le seuil de pauvreté total supérieur peut alors être exprimé comme le seuil de pauvreté alimentaire divisé par les parts du budget alimentaire de ces individus. L'intuition derrière est la suivante: plus la part de la nourriture dans les dépenses totales est grande, c'est-à-dire plus cette part est proche de l'unité, plus le seuil de pauvreté alimentaire devrait être proche du seuil de pauvreté total. Par conséquent, le plus petit devrait être l'ajustement nécessaire au seuil de pauvreté alimentaire. Il peut être utile de représenter visuellement les estimations précédentes. Pour estimer le seuil inférieur de pauvreté non alimentaire, nous commençons par identifier sur l'axe horizontal les individus dont la dépense totale est égale au seuil de pauvreté alimentaire Z exposant F. Ensuite, nous pouvons facilement estimer le seuil inférieur de pauvreté non alimentaire Z de NI comme la différence entre la courbe des dépenses alimentaires et le seuil de pauvreté alimentaire. Pour estimer le seuil supérieur de pauvreté non alimentaire, nous commençons par identifier les individus sur l'axe vertical dont la dépense alimentaire est exactement égale au seuil de pauvreté. Leurs dépenses non alimentaires égales à la différence entre les courbes des dépenses totales et des dépenses alimentaires identifient alors le seuil supérieur de pauvreté non alimentaire Z de NU. Ce graphique montre l'estimation des seuils de pauvreté non alimentaire en utilisant les données réelles camerounaises de 1996.
Comme le seuil de pauvreté alimentaire, le seuil de pauvreté non alimentaire peut être estimé de manière paramétrique. Pour ce faire, nous commençons par estimer la part de nourriture, WI, en utilisant la courbe d'Engel qui exprime la part de nourriture en fonction de la dépense totale normalisée par le seuil de pauvreté alimentaire. Le carré de cette expression est inclus pour capturer la concavité de la relation. La part des dépenses consacrées à la nourriture tend à diminuer à mesure que le revenu total augmente. Pour le seuil de pauvreté total inférieur, nous utilisons la part de l'alimentation des individus dont le revenu total YI est égal au seuil de pauvreté alimentaire Z exposant F. Ainsi, la part alimentaire utilisée pour calculer le seuil de pauvreté total inférieur est simplement égale à la valeur estimée de alpha. Il s'ensuit que, se référant à la formule utilisée pour estimer le seuil de pauvreté inférieur total, celui-ci est donné par le seuil de pauvreté alimentaire multiplié par 2 moins alpha. Pour le seuil supérieur de pauvreté non alimentaire, nous utilisons la part alimentaire prévue sur la base des dépenses totales des individus ayant des dépenses alimentaires égales au seuil de pauvreté alimentaire Z exposant F. Dans cet exemple, nous estimons la courbe d'Engel en utilisant des données camerounaises. Les valeurs prédites pour alpha, bêta 1 et bêta 2 sont respectivement de 0,4663, moins 0,01575 et moins 0,1411. Si nous fixons le seuil de pauvreté alimentaire à 277 francs CFA, le seuil de pauvreté total inférieur est de 425 francs CFA. Nous concluons cette analyse des seuils de pauvreté en introduisant des seuils de pauvreté subjectifs. Le seuil de pauvreté subjectif est basé sur la perception de la pauvreté des individus eux-mêmes. En d'autres termes, cela correspond au seuil de bien-être en dessous duquel l'individu se considère comme pauvre ou ne peut plus satisfaire ses besoins élémentaires minimums. Pour recueillir des informations sur la pauvreté subjective, nous pouvons poser aux répondants une question telle que « Quel revenu considérez-vous comme absolument minimal ?» en ce sens que vous ne pourriez pas joindre les deux bouts sinon. Cette méthode est donc basée sur des jugements subjectifs concernant le statut de pauvreté et varie d'une personne à l'autre et selon la taille du ménage. Les pauvres peuvent sous-estimer le revenu minimum pour satisfaire leurs besoins de base car ils n'ont pas encore connu un niveau de bien-être adéquat. En revanche, les ménages riches peuvent surestimer ce revenu minimal car ils se sont habitués aux dépenses non essentielles. Le seuil de pauvreté subjective peut être estimé au moment où la réponse prévue à cette question du revenu minimal est égale au revenu réel des répondants. L'idée de base est que seuls ceux qui ont un revenu total proche du vrai seuil de pauvreté ont une perception claire du revenu minimal requis pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Alternativement, toutes les réponses pourraient être tracées et une ligne adaptée à travers elles pour obtenir un seuil de pauvreté subjective. Il peut également être possible d'obtenir des résultats adéquats en demandant, par exemple, considérez-vous que votre consommation actuelle est suffisante pour joindre les deux bouts? À la suite de notre discussion précédente, le revenu minimal subjectif est une fonction des revenus individuels réels. La courbe concave ajustée montre la réponse prédite des individus en fonction de leurs revenus. Comme le montre le graphique, pour les faibles revenus, ce revenu subjectif minimum prévu tend à être supérieur au revenu réel. Le revenu minimum subjectif prévu augmente avec le revenu réel
mais pas aussi rapidement que le revenu lui-même. En d'autres termes, ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté répondent qu'ils ont besoin de plus de revenus, alors que ceux qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté disent qu'ils ont besoin de moins de revenus. Le seuil de pauvreté subjectif est identifié au niveau du revenu où le revenu subjectif minimum et le revenu réel sont les mêmes.